Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wesselmann. Yanis Eziadi, bonjour. Bonjour. Vous êtes comédien, chroniqueur et défenseur de la tauromachie. Alors, l'année dernière, en octobre, la saison taurine, la saison taurine était menacée par une proposition de loi qui devait intervenir en octobre du député NUPES et antispéciste Aymeric Caron, une proposition de loi qui n'a pas abouti. Mais je crois que cette proposition de loi a créé comme un électrochoc dans le monde de la corrida. Alors, est-ce que le peuple taurin, les aficionados, donc les supporters de la tauromachie, se sont mobilisés plus encore cet été ? Alors non seulement ils se sont mobilisés, dans le public encore plus évidemment, mais ce qui est notable à mon avis, c'est que c'est le nombre de personnes dans les arènes depuis cette proposition de loi, le nombre de personnes dans les arènes qui sont venues découvrir les corridas. Non seulement des amis d'aficionados qui ont dit à leurs amis écoute, emmène-moi au corrida, j'aimerais moi aussi voir ma première corrida, puisqu'ils ont entendu parler de corrida à la télé, à la radio pendant un mois. Et puis aussi les gens qui sont venus de toutes les régions de France découvrir tout seuls la corrida dans les arènes. Et ça, c'était vraiment notable cet été dans les arènes. Ça se voyait. Les gens, les aficionados dans les gradins voyaient des Parisiens, des Bretons leur dire « Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui est en train de se passer ? C'est la première fois que je viens voir une corrida. » Donc c'était assez exceptionnel l'ambiance dans les arènes cette année. Et vous diriez que c'est c'est curieux, ces gens qui ont voulu s'informer ou qui sont retournés dans les arènes, quel a été leur sentiment ? Est-ce que ce sera juste un effet de on y retourne parce qu'on en parle, ou bien vous sentez que quelque chose se réinstalle parce que les gens ont envie de redécouvrir des traditions, des cultures qui sont vivantes, parce que c'est ce que c'est tout ça est très vivant et très dynamique. Non, très clairement, à mon avis, quelque chose est en train de se réinstaller, et tout simplement parce que les gens, soit les gens qui connaissaient et qui n'y allaient pas vraiment, soit les gens qui ont découvert, se sont tous rendus compte qu'on avait une chance inestimable dans ce pays, c'est d'avoir cette folie, cette dernière grande tragédie toujours existante, et les gens, à mon avis, se sont rendus compte que c'était à la fois une folie, que ça existe toujours en 2023, et une chance inestimable. Donc, à mon avis, quelque chose est en train de s'installer. Après, il faudra évidemment que les protagonistes du monde taurin sachent tirer profit de tout ça. Mais quelque chose est clairement en train de se réinstaller. On a vu des arènes pleines, beaucoup de gens, beaucoup de matadors me disaient que ça faisait très longtemps, des années qu'ils n'avaient pas vu ça. Par exemple, alors j'ai pas tous les chiffres en tête, je vais vous parler des férias dans lesquelles je suis allé. Là, moi, je reviens de la feria de Béziers. Béziers, cette année, pour les corridas, c'était en 4 jours 28 000 spectateurs. C'est beaucoup, c'est 20% de plus, c'est quand même beaucoup. Et si on compte les autres spectacles taurins comme les courses camarguaises pendant cette feria, on monte, j'ai noté, où il y a 54 000 spectateurs en tout. C'est quand même énorme. Ça a été en plus une grande feria avec beaucoup d'ambiance, avec 2 taureaux graciés, avec un cartel 100% français, avec 3 matadors français, parce qu'il faut pas oublier quand même que ça se passe en France. On a des toreros français. Il y a eu une corrida avec 3 toreros français et avec un élevage de taureaux français qui a été une corrida exceptionnelle. À Nîmes, rien que sur les corridas, donc avec les taureaux mis à mort, il y a eu 55 000 spectateurs. Il faut savoir que à chaque corrida, alors je sais plus combien, faudrait vérifier, mais un grand nombre de places sont réservées aux jeunes. Tous les billets réservés, toutes les places réservées aux jeunes à tarif réduit se sont arrachés. À Arles, pareil, en quelques jours, 38 000 spectateurs. Et bon, il y a eu Bayonne, ça a été un succès énorme. Voilà. Pareil dans les arènes de seconde et de troisième catégorie, parce qu'il n'y a pas que les grandes arènes, il y a des arènes de 2000, 3000 places. Les arènes ont été pleines. Moi, je reviens de Saint-Gilles. Saint-Gilles, c'est une petite arène. C'était plein. Moggio, c'était plein. Voilà. C'est quelque chose est vraiment en train de se passer. Alors, on a ces ordres de grandeur pour les spectacles
spectateurs dans l'arène qui ont pris un billet pour une place, mais la feria rassemble donc les gens qui viennent faire la fête en fait au feria. Là, on est plus sur des centaines de milliers de personnes. Là, par exemple, au feria de Béziers où vous avez été, combien il y a eu de personnes en influence? Parfois, ça va monter jusqu'à 200 000. Non, la feria de Béziers, cette année, on a, je dis on a, comme si j'y travaillais, il y a eu plus d'1 million de personnes. D'accord, 1 million de personnes au total qui sont passées par Béziers, c'est considérable. C'est énorme, c'est énorme. Donc c'est très populaire. Vous connaissez la feria de Béziers, donc celle de Nîmes également. Vous diriez que c'est pas quelque chose de purement c'est pas réservé à une élite de connaisseurs. C'est populaire. C'est ce que vous affirmez régulièrement. Bon, la feria, évidemment, c'est une fête populaire puisque c'est la fête toute la nuit, tout ça. Mais la corrida elle-même est un spectacle populaire. Alors évidemment, c'est un spectacle avec des codes très précis, mais il suffit de lire quelque chose pendant 10 minutes avant d'aller à la corrida, et puis voilà. Et puis bon, même sans connaître, on est saisi de toute façon par la beauté, par la grâce, et si autant de grands peintres, si autant de grands écrivains s'y sont intéressés, c'est parce que il y a quelque chose de l'ordre de la grâce et de la beauté qui est absolument saisissant à la corrida. Vous-même, vous êtes venu voir une corrida, vous n'étiez pas spécialiste de la corrida, je crois, avant de venir, vous avez été saisi, et puis vous êtes venu, vous avez vu qu'il y avait des gens qui n'avaient rien à voir avec la corrida qui étaient venus là par hasard vous accompagner. Bon, tout le monde a été saisi par la corrida. Ouais, en effet, et on avait produit un documentaire à ce moment-là pour VA+. Est-ce que vous pouvez peut-être décrypter souvent ce qu'on entend sur le fait que la corrida est un déchaînement de violence et de barbarie. En l'occurrence, ce qu'on remarque quand on est dans une arène, c'est que alors il y a la mort comme finalité du taureau, mais c'est très encadré. Il n'y a pas n'importe quelle arme. C'est réduit dans le temps. C'est ritualisé. Est-ce qu'il y a une différence entre le cliché qu'on peut voir avec ces fameuses photos où on voit du sang sur le taureau et la réalité de la tauromachie qui est codifiée? La réalité, c'est que la corrida, c'est en partie de la violence. Oui, évidemment, on va pas le nier. Et c'est en partie, et en grosse partie, la mort, évidemment. Mais, je vais me répéter, je vais le faire rapidement, mais la corrida se pratique avec un animal sauvage, violent. D'accord? Le taureau est élevé entre guillemets puisqu'on lui garantit des conditions quasi sauvages. Le taureau donc vit libre toute sa vie et au campo, dans les élevages, dans son milieu naturel. Les taureaux se battent entre eux. C'est des combats d'une violence absolument épouvantable qui durent des heures. Moi, j'ai un ami éleveur qui a vu récemment un taureau en train de se battre avec un autre. Ce taureau avait les tripes à l'air, il était quasiment mort et il refusait de s'avouer vaincu. Il terminait le combat en marchant sur ses propres tripes. Ce sont des animaux d'une violence extraordinaire. Bon, le combat que le taureau mène dans l'arène face au matador est un combat infiniment petit à côté de celui qu'il mène contre ses adversaires, contre ses congénères. C'est un combat qui dure 15 minutes. Il reçoit donc la pique, ensuite 3 paires de banderilles et ensuite il y a la mise à mort. Ce sont des blessures codifiées, réglementées, et vous avez pu le constater, il suffit que le picador, selon le goût du public, pique un peu trop pour qu'il se fasse huer. Il suffit que le matador rate la mise à mort pour qu'il se fasse huer du public qui était pourtant admiratif il y a quelques secondes encore. Quel autre animal est abattu, est mis à mort sous le contrôle de 13 000, 15 000, 20 000, voire 50 000 spectateurs comme à Mexico? Quel autre animal est tué sous le contrôle d'autant de personnes? Bon, voilà.
Je pense que la question, oui. Oui, est-ce que parfois on vous reproche une contradiction, un paradoxe, dans le sens où la volonté d'honorer un animal sauvage puissant, mais à la fois refuser que, en effet, et j'en témoigne, que quand le picador s'y prête mal, quand il s'y reprend, ou bien que le matador ne fait pas une mise à mort du premier coup, ils sont hués par le public. Est-ce qu'il n'y a pas ce paradoxe de il faut tuer on fait souffrir l'animal, mais en même temps on ne peut pas le faire tant souffrir? Écoutez, la corrida, c'est une chose mystérieuse. Euh, Tout un peuple est fasciné par cet animal euh, quasiment mystique qu'est le taureau, et l'homme n'a pas trouvé de rituel plus beau, plus grand et plus tragique que la corrida pour l'aimer, c'est-à-dire pour l'admirer, pour en être effrayé. Et c'est ainsi. Et puis la corrida, c'est aussi non, parce que alors, encore une petite parenthèse, ce que l'homme, tout ce peuple du Sud admire chez le taureau, c'est cette faculté de combat et de refus de la défaite. C'est-à-dire que le taureau, même blessé à mort, continuera de se battre, de donner sa charge, donner sa charge, donner sa charge. Et c'est un peu comme ça que l'homme aimerait se voir, en combattant, qui ne baisse jamais la tête. Alors, oui, pour admirer une des plus grandes qualités du taureau, il faut le combat. C'est comme ça. Sans ce combat et sans cette mort, le taureau brave, cette race de taureau espagnol qui vient, on ne sait trop d'où, parce qu'il y a des querelles historiques, mais bon, ce taureau n'existerait sans doute plus, puisqu'il ne sert qu'à une chose, la corrida. Et il faut dire que ces quelques taureaux, parce que c'est peu de taureaux finalement, il faudrait revoir les chiffres, mais dans ma tête, je crois que c'est 3% ou 4% des bêtes d'un élevage qui partent finalement aux arènes. Tout le reste du troupeau, les autres taureaux qui sont reproducteurs, les vaches, les nombres incalculables de vaches de cette race sont préservés et vivent jusqu'à leur belle mort tranquilles dans des conditions paradisiaques. Donc voilà, il faut rappeler tout ça. Est-ce que vous pouvez décrire en fait les conditions assez particulières dans lesquelles les taureaux braves, donc spécifiques à la tauromachie, sont élevés, et aussi comment on sélectionne leurs génitrices, donc des vaches qui doivent aussi avoir ces attraits d'agressivité, de force, etc. Ça fait vivre aussi d'ailleurs un pan de l'agriculture du sud de la France. Bien sûr, oui. Les élevages, il vous suffit de regarder sur Internet et de regarder des reportages sur les élevages de taureaux braves. Je crois qu'ils leur garantissent 1 hectare par bête, ce qui est absolument énorme. Donc les taureaux vivent dans des vastes espaces dans lesquels eux-mêmes probablement se croient en totale liberté. L'homme sur le territoire des taureaux est juste admis. Ils viennent voir, contrôler que tout va bien, apporter un petit peu plus de nourriture s'il en manque dans les pâturages. Voilà, l'homme intervient très peu, parce que l'idée de la corrida, c'est de capturer un animal sauvage. Alors évidemment, il n'en reste plus complètement sauvage, puisque on leur garantit des espaces fermés qui sont encore une fois très étendus. Mais il n'est pas domestiqué comme une vache. Non, pas du tout, pas du tout. L'idée est de capturer un animal sauvage, de le lâcher dans une arène et de le mettre face à l'homme, à la culture. Voilà, c'est la rencontre entre la nature brute et la culture, voilà, la rencontre entre l'animal et l'homme. Et donc il faut que cet animal ait des conditions de vie quasiment sauvages. Voilà. C'est pour ça que vous parliez de tragédie, c'est que aujourd'hui, la culture de l'annulation fait disparaître des passages les plus terribles de l'opéra, du théâtre. La corrida reste la dernière tragédie, c'est ce que vous disiez tout à l'heure.
La corrida, évidemment, reste la dernière tragédie. Et c'est très drôle parce que moi, je vais parler de deux matadors, de deux toreros que je connais. Alors, il y a, bon, ils sont tous les deux retirés des arènes, mais il y a Simon Casas, qui est le directeur des arènes de Madrid, les arènes les plus importantes du monde. Il est également directeur des arènes de Nîmes. Et puis, il y a un autre ancien torero qui s'appelle Alain Moncouquiol. Et les deux, quand je parle avec eux, donc ces messieurs ont 70 ans. Les deux, quand je parle avec eux, me racontent, et séparément, que ce qui les a menés enfants dans les arènes, c'est la mort de leur père, à tous les deux. Simon Casas, lui, raconte qu'il savait que son père était condamné par la maladie quand Simon avait 6 ou 7 ans, je crois, et qu'il assistait à sa première corrida assis sur les genoux de son père. Et comme il savait que son père était condamné par la maladie, dans les dernières secondes de la vie du taureau, il voyait la vie de son père s'évaporer. C'est lui qui le raconte. Et par exemple, Alain Moncouquiol, lui, raconte que lorsqu'il était enfant, alors il est né en Auvergne, je crois que c'est ça, son père est mort d'un accident de moto et personne, il doit avoir pareil 5 ans ou 6 ans, je crois, et personne ne lui a dit ce qui était arrivé à son père. On lui a dit, sois courageux. Et lui dit que pour lui, ça revenait à lui dire, tais-toi. On lui a jamais parlé de la mort de son père. Et quand sa mère a déménagé à Nîmes, il entendait dans la cour de récréation des enfants dire tu as vu hier le taureau à la corrida, il l'a bien tué, et il entendait parler de mort parce que ses enfants allaient à la corrida. Il a tout de suite été intrigué, il s'est dit il faut que moi aussi j'aille aux arènes pour comprendre la mort de mon père. Donc évidemment, c'est un des derniers moyens de visualiser la mort. Alors la mort est mise en scène, évidemment, elle est sublimée, mais c'est un endroit où quand même 15 000 personnes se réunissent pour voir un spectacle de beauté, de danse, évidemment, et un spectacle de la mort. Parce qu'on s'est coupé de cette mort, justement. On en a terriblement peur à tous les niveaux. Que ce soit ces fameux lapins sous vide, enfin sous blister, sous emballage plastique qu'on voyait dans des rayons et qui avaient outré des consommateurs qui ne se choquaient pas, qui n'étaient pas plus choqués par le morceau de viande à côté. Cette mort, alors, oui, elle nous fait peur, mais je veux dire, on y est devenu complètement étranger alors qu'elle fait partie de la vie. Oui, oui, et d'ailleurs, voilà, qui serait capable aujourd'hui de tuer l'animal qu'il a envie de manger? Voilà, c'est la question qu'il faut poser. Qui est capable de le faire? Presque plus personne. Attendez, y compris moi. Voilà, je mange du lapin, je serais pas capable de tuer un lapin pour le manger. Donc voilà, mais la corrida nous fait réfléchir évidemment à beaucoup de choses. Et voilà, la mort de ce taureau que l'on aime, on l'accepte. C'est comme ça. Alors, Moi, je passe beaucoup de temps avec des éleveurs de taureaux. Je peux vous dire que leurs taureaux, ils les aiment. Ils sont fiers de les voir partir pour les arènes. Parfois, ils ont la gorge serrée. Parfois, les larmes coulent. Et en même temps, ils se disent, c'est comme ça. C'est comme ça. De toute façon, on le sait, il y a la mort. Alors, c'est celle-ci, ça aurait pu être une autre, mais c'est comme ça. On peut rappeler, pour terminer, que donc la corrida est interdite en France, excepté dans les départements où il y a une culture locale de tauromachie. Est-ce que cette loi, cette tentative d'interdiction d'Aymeric Caron est perçue par les gens comme une attaque envers donc leur identité, une attaque venue du pouvoir central à Paris, mais aussi la volonté de vouloir leur retirer une exception culturelle à l'heure où on parle de culture, de sauvegarde des cultures autochtones. Est-ce que c'est pas schizophrène de vouloir supprimer cette exception culturelle? En quelques mots. Oui, oui, non, mais, évidemment, les gens vivent ça presque comme un racisme, puisque évidemment, On les le considère public comme des de barbares. corrida est traité de barbare, de barbare. Vous imaginez qu'on parle d'une culture, par exemple, je sais pas, d'un pays d'Afrique, en disant c'est des barbares.
alors là, tout le monde dirait raciste, et peut-être et sûrement à juste titre. Là, on frise le racisme. Barbare. Sur ce mot barbare, sur la barbarie du public, je vais rappeler ce que dit mon ami Rudy Ricciotti, l'architecte notamment du Mucem à Marseille. Rudy Ricciotti me rappelait, lui, il a vu celle qu'on appelle la corrida du siècle, c'est le seul contre 6 taureaux de José Tomás à Nîmes il y a une dizaine d'années. Il voyait à cette corrida sur un seul mouvement de cap 15 000 personnes fondre en larmes ensemble. C'était apparemment absolument bouleversant. Et Rudy Ricciotti dit, quand on voit 15 000 personnes pleurer en même temps sur un mouvement de cap de José Tomás, l'argument de la barbarie ne peut plus tenir. Est-ce qu'un public barbare peut pleurer à la beauté d'un mouvement de cap? Non, la réponse est non. Un grand merci Yanis Ezziadi pour ces précisions sur la tauromachie.